Et donc là, on se retrouve en 84, j'ai perdu le boulot à Cambridge et on m'offre un boulot à la FAO comme socio-économiste dans les pêches africaines en particulier. Et on va m'envoyer dans un projet basé au Bénin, donc je dis toujours Dahomey parce que c'est l'appellation traditionnelle et que la langue fond, c'est la langue du royaume du Dahomey. Et à mes étudiants, je rappelle aussi qu'avant qu'on l'appelle Dahomey en France, on l'appelait la côte des esclaves parce que c'est important pour notre histoire contemporaine. Et là, donc, je suis basé à Cotonou, mais nos projets couvrent 12 pays. 12 pays et au plus au nord, c'est le Sénégal et le plus au sud, c'est le Congo, Brazzaville, ex-français. Et donc toute une région, toute une très longue région avec simplement une interdiction à l'époque que le gouvernement nigérian ne veut pas que les Nations Unies viennent là, il y a eu un coup d'État militaire, etc. Mais sinon donc un très grand nombre de pays dont je visiterai la plupart et que je travaillerai pour la plupart. Et là se trouve là le problème, c'est qu'il y a une culture, c'est pas moi qui la découvrirai tout de suite, en fait c'est un des hauts fonctionnaires là-bas des Nations Unies qui me prendra en amitié, qui me le dira, Monsieur Godet, Jean-Luc Godet, Jean-Louis Godet, il faut que je lui rende hommage, qui me dira un jour, il y a un problème, c'est que on n'a pas de culture attachée à des projets qui réussissent. Bon. Et ce qui se passe, c'est que je fais réussir le projet. Bon. Et ça marche pas du tout pour diverses raisons. D'abord parce que les pays qui soutiennent financièrement un projet de ce type-là ont une idée a priori de ce qu'il faut faire. Par exemple, le Danemark a donné des filets et le Japon a donné des moteurs pour des pirogues. Donc, on a décidé a priori que le problème des pêcheurs béninois, c'était soit un problème de moteur, soit un problème de filet. Et en fait, le problème n'est pas du tout de cet ordre-là. Il y a deux problèmes. C'est qu'il y a de la maladie endémique due à la mauvaise qualité de l'eau dans ces communautés. Et donc, il fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas aller pêcher. Il y a aussi le fait que les endroits où on peut pêcher ne sont pas reliés à des endroits où on peut véritablement vendre le poisson. Et donc, je propose rapidement, comme solution aux problèmes locaux, la création de puits bien protégés, pour qu'on ait de l'eau propre dans les villages. Et je propose également qu'on crée, en particulier entre le village d'Avlekété et Paou, où il y a une piste extrêmement étroite où il faut souvent se couper d'ailleurs couper à la machette un passage pour retrouver la route à Paou, c'est une dizaine de kilomètres. Mais ce n'est pas une route où on peut même en Afrique, on a l'habitude d'aller avec des voitures sur des routes particulièrement, difficiles d'accès, mais là, même pas, on peut pas passer, il n'y a pas la largeur pour faire passer même un taxi-brousse, et donc, voilà, le poisson pourrit souvent avec été. Donc, je dis, il faut creuser la piste là, et ce sera fait. Le problème, c'est que les puits seront creusés et la piste sera créée après qu'on m'aura d'abord viré en disant que je comprends rien au problème, puisque le problème, c'est de trouver des raisons pour lesquelles il faudrait utiliser des moteurs japonais et des filets danois. Bon, donc ça marche pas de cette manière-là. Et aussi, je découvre quelque chose dont on m'expliquera bien que j'ai découvert quelque chose qu'il fallait pas du tout découvrir. Bon.
La raison principale pourquoi la pêche n'est pas florissante au Bénin n'est pas du tout, bon, c'est lié au fait de la mauvaise santé, ça c'est sûr, mais elle est liée essentiellement au fait que les pêcheurs sont pas là, les pêcheurs sont ailleurs, les pêcheurs béninois sont ailleurs. Et comment je découvre ça? Eh bien, en utilisant simplement des méthodes de sociologue, je crée la pyramide. On me met à disposition quand même une équipe d'une vingtaine d'assistantes qu'on appelle voilà des statisticiens, distribue des formulaires et je fais le recensement de l'ensemble de nos communautés. Et là, ce qui apparaît sur les pyramides des âges, c'est que les hommes entre 15 ans et 45 ans sont pas là. Bon. Alors, je vais dans le village, je dis où sont les hommes? Et on m'explique. Les hommes sont au Gabon, ils sont au Congo, ils sont au Libéria, ils sont en Sierra Leone, etc. Personne, avant mon arrivée, n'avait parlé aux villageois et leur demandé où étaient les pêcheurs. On n'avait même pas noté à la FAO le fait que les pêcheurs n'étaient pas là. Bon, il y avait quand même, je dois le dire, et c'était quelqu'un, je ne vais pas dire son nom, mais c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui avait fait une étude préalable et je n'avais pas vu ça. Bon, alors je préfère ne pas mentionner son nom. C'était quand même la moindre des choses, mais il y avait non seulement des fonctionnaires des Nations Unies qui parlaient pas aux gens dans les villages, dont on s'occupait, dont on savait le bien. Mais il y a aussi des anthropologues même qui parlaient pas aux gens du village. Alors, ça apparaît rapidement. Donc, qu'est-ce qui apparaît? C'est que, en fait, les pêcheurs béninois sont des pêcheurs très appréciés à l'étranger, mais qui sont migrants. Ils sont migrants. Alors, j'avais déjà fait 2 rapports pour les Nations Unies. Un rapport sur l'autosubsistance dans les villages, un autre sur la dynamique villageoise. Et voilà, je prépare un 3e rapport sur l'immigration des pêcheurs en Afrique de l'Ouest. Bon. Et là, on m'appelle, on me dit, ça, on ne peut pas publier. Bon, je dis, pourquoi on ne peut pas publier ça? Ah ben ça, on ne peut pas publier parce que, pour une raison qui est un peu délicate à expliquer, etc. Bon. Alors, la raison un peu délicate à expliquer, c'est la chose suivante. Tous ces Européens, Américains, Australiens, disons blancs pour faire court, les familles expatriées, vous comprenez bien qu'on a promis aux femmes de ces gens-là, qui travaillent pas, on est dans un domaine vraiment très très traditionnel, et puis comme on est très bien payé, donc il n'est pas nécessaire que l'épouse travaille, les épouses n'accepteraient jamais que les experts se déplacent. Bon. Alors, si mon rapport montre que si on veut voir les pêcheurs béninois, il faut aller au Libéria, il faut aller au Congo, il faut aller au Gabon, on peut pas le faire. On peut pas le faire. Et c'est une autre raison pour laquelle on se débarrasse de moi. Il se fera que quelques années plus tard, Godet en particulier, voilà, qui m'aimait bien, qui a continué de bien m'aimer, continué à me donner des missions. En parallèle, il m'envoie au Bénin quelques années plus tard, et j'ai la chance qu'un ami qui est toujours là à la délégation de la FAO me dit un jour, tiens, il y a le gros pont qui vient des Nations Unies, il va faire une tournée, je veux qu'on soit 3. Je veux que tu sois là, qui est moi et qui est lui. Bon. Et là, j'ai la satisfaction, quand on arrive dans les villages, bien entendu, que ce monsieur, à plusieurs reprises, dit « Mais qui a eu l'idée de ces puits? Qui est-ce qui a eu l'idée de cette piste, etc. » Et que mon ami me fait un regard entendu en disant « Voilà, ta récompense, elle est là quand même. » Voilà. Et aussi une autre chose, il se fait que mon épouse se trouve par hasard à l'époque où je suis plus là en Afrique. Elle se trouve là par hasard parce que les enfants n'ont pas pu abréger, on n'a pas pu abréger l'année des enfants à l'école là-bas à Cotonou. Mon épouse se trouve dans le bureau là pour une raison administrative parce qu'elle fait un film en fait, elle n'est pas directement liée à la Nations Unies. Elle se trouve là le jour où les villageois viennent en délégation remercier pour la création de la piste et ils apportent une grosse horloge et ma femme me dit tout le monde savait qui on voulait récompenser, voilà. Mais cela n'était plus là. Donc une expérience malheureuse. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses en Afrique. Rapidement, les populations avec lesquelles je travaillais m'ont pris en amitié. On m'a fait venir dans des cérémonies cachées de l'existence même du gouvernement, des cérémonies vaudou. On m'a montré dans une nuit une prison que le gouvernement ne connaissait absolument pas l'existence, mais qui était liée à la régulation locale par les
par les vaudouinons du pays. Il y avait une structure. Le pays était marxiste-léniniste officiellement à cette époque-là. Il y avait un gouvernement, voilà. Il y avait des chefs nommés par l'administration. Il y avait des élections, des gens qui étaient nommés. Et en parallèle, existait encore l'Église. Voilà, j'étais comme un Watt. C'était encore une théocratie dans la pratique. Dans la pratique, la justice n'était pas rendue par des policiers qui venaient là. De toute façon, il n'y avait pas assez d'essence pour que les policiers se déplacent de Cotonou et fassent les 12 kilomètres jusqu'à Ablékété. Mais il y avait une police locale, il y avait des embés, il y avait il y avait tout était organisé au niveau local. Il y avait l'entraide organisée localement. Il y avait un pêcheur qui m'avait pris en amitié, avec qui j'étais très très proche, mais dont la réussite décollait au point que le vaudouinon était intervenu. Et il a dit on m'a empoisonné, mais c'était vrai, on l'avait vraiment empoisonné, voilà, jusqu'à ce qu'il récupère et qui manifeste davantage de solidarité locale que de la manière dont cette petite église était organisée. Et je ne sais pas si ces églises vaudou existent toujours à l'époque, mais des théocraties. Le vaudou, ça veut dire simplement sacré en langue fond, c'est ce mot-là. Et le vaudou haïtien vient essentiellement, voilà, d'esclaves qui venaient de la côte des esclaves en passant probablement par Ouida, qui était le grand port négrier. Il y avait aussi Cape Coast aussi, bien entendu, que j'ai visité, et Elmina au Ghana, en Côte d'Or, comme on disait à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas que les esclaves qui nous intéressaient, bien entendu, il y avait l'or également. Et l'Ivoire, voilà, et la Côte d'Ivoire. Et comme nous étions très très, les Européens, comme nous étions très très clairs sur nos intentions à cette époque-là, on parlait bien entendu d'interrompre les guerres tribales, mais quant à l'Ivoire, l'or et les esclaves, là, on était très très clairs dans les dénominations. Donc, je travaille donc avec les Nations Unies. Et puis bon, ils me mettent à la porte. Après, on me fera revenir pour quelques missions ponctuelles, et en particulier pour une au Congo qui sera très très intéressante, parce que là, on s'intéresse au fait. J'ai une satisfaction, là aussi une satisfaction formidable, c'est que quand non seulement on ne veut pas publier mon rapport sur l'immigration des pêcheurs, mais le discours officiel, c'est que je me trompe, il n'y a pas de migration, voilà, il n'y a pas de migration de pêcheurs. Et là, le jour, il s'était fait que dans notre projet, il y avait des maladresses incroyables qui étaient faites. On faisait pas, par exemple, au niveau des Nations Unies, la FAO, on entendait le mot pêcheur et on disait quelqu'un est un pêcheur, et on a fait venir comme ça des pêcheurs lagunaires, des gens qui travaillent sur une toute petite barque sur de l'eau plate, plate au sens où il n'y a pas une seule ride sur les lagunes. On les a nommés voilà, comme ça sur des bateaux, des pirogues en mer où il faut traverser la barre, c'est-à-dire il faut pousser d'abord la pirogue à travers. On peut même pas mettre au moteur parce qu'il faut la force d'homme pagayant plutôt que celle d'un moteur pour traverser la barre, les premières vagues qui sont extrêmement fortes là-bas. Et donc voilà, une pêche qui avait conduit à un accident où un pêcheur en fait était mort en mer, et où mes collègues à moi cherchaient à dissimuler les circonstances exactes. Dans une réunion où je me trouve, et juste après la mort de ce pêcheur, à l'ordre du jour, c'est même pas mentionné, enfin des choses de cet ordre-là. Mais alors là, on m'envoie en mission au Congo, et je suis là de quelques jours, et on me dit quelqu'un aimerait vous voir, et on me dit c'est la sœur de Foyovo Besson. Foyovo Besson, c'est la personne qui était morte. Et voilà. Bon. Et la sœur d'un pêcheur mort au Bénin veut me voir, et les Nations Unies sont encore dans la position officielle que les pêcheurs béninois sont pas des migrants. Bon. Alors qu'elle se trouve là avec son mari, et que les meilleurs pêcheurs dans le port de Pointe-Noire, à cette époque-là, tout le monde est d'accord, les meilleurs pêcheurs, ce sont les Béninois et les Ghanéens, les Fanti en particulier. Et voilà. Mais ce qui se passe là, c'est que on essaie de régler ce problème-là.
d'une part, on dit les pêcheurs béninois sont au Bénin, ils sont pas au Congo, mais par ailleurs, on me donne une mission qui consiste à voir pourquoi les Congolais refusent de travailler avec d'autres que les Ghanéens et les Béninois. Donc, alors, il faut trouver la raison. Et la raison, c'est la sorcellerie localement. C'est-à-dire que les équipages faits uniquement de Vili, qui est la population locale, donc là, à Pointe-Noire, les équipages, voilà, c'est rapidement, il y a des accusations mutuelles de sorcellerie et ça ne marche pas. Et là, je demande à un pêcheur, je dis pourquoi ça marche alors avec quand vous êtes sur un équipage avec les Béninois ou les Ghanéens. Il dit parce que ce sont des gens très forts. Je dis fort sur quel plan? Et là, je comprends, c'est le vaudou. Il dit en particulier le bateau où je suis, ce pêcheur, voilà, il sait tout. Et il a un poisson magique. Quelque part là. Bon. Et donc j'avais compris. C'est l'aura de cette religion qui est connue effectivement dans le monde entier, hein, de cette religion des Béninois qui leur donnait une autorité suffisante pour que personne ne bouge dans les avant. Là-bas, on avait bien trop peur d'un sort quelconque, d'un empoisonnement, d'une malédiction qui viendrait d'un Béninois ou d'un Ghanéen, dont les religions locales, bien entendu, sont du même ordre. La religion des Orishas chez les Yoruba, c'est la même religion en fait que le vaudou. Et là au Congo, on me dit, il y a des gens qui luttent contre ça, il y a des gens qui luttent contre la sorcellerie. Et c'est une anecdote qui mérite d'être racontée. On me dit, vous voulez rencontrer ce sont les lacistes. Les lacistes, c'est une petite religion locale, c'est une religion syncrétique. C'est un mélange de christianisme et de religion locale congolaise. Les lacistes, voilà, c'est le kimanguisme qui est plus connu au Congo dans ce type de religion. Vous pouvez rencontrer le grand prêtre. Bon, très bien. Alors je rencontre le grand prêtre. Il a compris le problème, c'est que voilà, les Nations Unies, comme eux, luttent contre la sorcellerie localement pour des raisons différentes. Mais bon, est-ce que vous voulez bien venir à la messe dimanche prochain? Je dis oui, bien entendu, volontiers. Bon. Et je me présente là à la messe. Je ne suis plus officiellement officer des Nations Unies. Fonctionnaire des Nations Unies. Je n'ai plus le passeport officiel, mais je suis en mission des Nations Unies. Et la messe commence et rapidement, je vois les femmes et les enfants qui sont. C'est une église où les femmes sont d'un côté, les hommes sont de l'autre. Ils sont rangés. Voilà, les hommes sont devant, les femmes et les enfants derrière. Et à côté de moi, il y a non seulement le prêtre, mais il y a aussi une série d'officiants, voilà, comme les enfants de chœur, mais ce sont des adultes. Et ça commence, et je vois rapidement, je ne savais pas, que c'est une religion à possession. Et rapidement, je vois des femmes et des enfants qui entrent en possession. Où je me dis, oh là là, je n'avais pas pensé à ça. Je suis en mission des Nations Unies, faire attention à ce qui va se passer maintenant. Et ma peur augmente quand je vois que la possession entre dans les rangs des hommes. Voilà. Les hommes entrent en possession aussi. Ce qui fait que tous les gens devant moi sont pris de possession. Et donc c'est assez violent parce qu'on se roule par terre, il y a des cris, on lance en l'air. Il y a deux grands tam-tams qui jouent en permanence, roulement du tam-tam en permanence pendant ce temps-là, qui aident bien entendu à la prise de possession par en dirigeant d'une certaine manière les battements du cœur. Et je me dis heureusement qu'il y a que les prêtres vont pas se mêler de cette affaire et je ne sais pas comment ça va continuer. Et à ce moment-là, plusieurs des officiants à côté de moi entrent en possession. Et là, je commence à avoir peur. Je me dis, je suis en mission des Nations Unies, je peux pas entrer en possession. On ne sait jamais, je vais peut-être me casser un bras comme ces gens-là, et on me retrouve à l'hôpital et on m'a demandé pourquoi. Et de toute manière, pour une raison, je dirais, de décorum, ça va pas ça. Alors je me dis, bon, respiration. Et à un moment donné, je me dis, je compte encore jusqu'à 60, et à 60, je cours vers la porte, et puis c'est tout, je disparais, et l'affaire en restera là. Et heureusement, avant mes 60,
Ça commence à baisser, la possession arrête les gens autour de moi et je dois pas sortir. Je serai resté jusqu'au bout. Mais je recompris une chose, c'est que la manière de lutter contre la sorcellerie pour permettre à des équipages virils de faire de la bonne pêche en mer, c'était pas la religion laïciste, c'était pas la bonne approche, du moins du point de vue peut-être du point de vue d'anthropologue, mais certainement pas celle des Nations Unies. Dans le cadre de la culture locale, oui, pourquoi pas, c'était peut-être un bon moyen. Voilà l'endroit où l'anthropologie appliquée et celle de l'anthropologie purement scientifique se rejoignent et entrent peut-être en conflit.